Alors parmi les engagements récents du Figaro, les engagements marquants du Figaro, de l'aveu même d'Emmanuel Macron dans sa vidéo pour notre anniversaire, il y a l'engagement de notre titre pour la liberté de Boualem Sansal. Et après 1 an de détention arbitraire, notre ami, l'écrivain Boualem Sansal, notre cher Boualem Sansal, et comme le Figaro, il est libre, il est avec nous. Voyez Boualem, dans l'émotion qu'il y a, à vous revoir. Comment vous vous sentez? Ah, il faut parler dans le micro. Hein. Oui, je me sens bien. Je me sens bien, de mieux en mieux. Et je vais, une fois que je serai installé en France, je vais commencer une cure de bonheur pour faire oublier... Vous savez que c'est une cure de bonheur de vous voir ici, pour nous aussi. Nous sommes des amis, donc forcément, on est dans le bonheur quand on est ensemble. La queue de cheval, c'est fini? Eh bien, hélas, c'est la première violence qu'a exercé le pouvoir algérien sur moi. C'était de m'enlever mon truc. Moi, je suis comme Samson. C'est eux qui vous l'ont enlevé? Oui, ma chevelure, c'est ma force. Ils m'ont coupé ça et du coup, j'avais plus de force, je suis tombé. Alors j'attends que ça repousse. Mais on m'a dit que j'étais beaucoup plus beau comme ça qu'avec la queue de cheval. Alors je sais pas. Oui, mais si c'est un signe de résistance par rapport au geôlier. Je vais peut-être me faire une coupe à la Iroquois. Alexandre Devecchio nous a dit au moment de votre libération, non mais Boualem, il était plutôt hippie. Alors maintenant, si vous devenez Iroquois... Ouais, non mais c'est vrai, j'ai toujours été hippie. Pas vraiment, si hippie, mais surtout gaffeur. Gaston Lagaffe, c'est moi. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et je n'ai pas fini, je continue à gaffer tout le temps. Et il faut que je fasse très attention à ce que je dis. J'ai une tendance à parler trop librement. Il y a peut-être des snipers d'Alger ici. J'espère que non. Et bon... Bon, vous pouvez parler librement hein, ici. Hein. Oui, mais dans le public, je ne sais pas si... Vous garantissez qu'il n'y a pas de sniper là, parmi vous? Non. D'abord, normalement, on a fait le nécessaire. Boualem Sansal, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous étiez là mardi soir pour la soirée d'inauguration de ce bicentenaire. Et juste avant le spectacle de Fabrice Lucchini, magnifique spectacle de Fabrice Lucchini, nous avons diffusé une vidéo, le message d'Emmanuel Macron pour l'anniversaire du Figaro. La vidéo, et dans cette vidéo, le président de la République a souligné l'engagement du journal pour votre libération. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez entendu ces propos? Quelle émotion, quelle fierté, presque de l'orgueil. Hein. Le président parle de moi, attention. Et donc, oui, non, mais c'est important. Ouais, mais je crois on lui avait demandé de parler de vous. Hein. Ouais, je crois que le président voulait surtout rappeler que dès le début, s'est engagé pour ma libération. C'était pas très visible parce qu'il était dans la diplomatie, il était dans des négociations compliquées avec le gouvernement algérien, mais le fait est que la médiation ou son intervention a fini par payer. Mais il n'y a pas que Macron, il y a aussi la société civile, les Français. Alors franchement, vous êtes adorables. Partout, toute la France s'est mobilisée. Il y a eu un phénomène extraordinaire. Je ne sais pas, on ne peut pas oublier ça. J'ai envie, maintenant je balade dans la rue, j'ai envie d'embrasser tout le monde. Venez, je vous embrasse. Vous attendez la fin de l'émission. Mais effectivement, et puis il y a eu l'engagement de Gallimard, votre éditeur, du comité de soutien lancé autour d'Arnaud Benedetti, qui en a été la cheville ouvrière, avec notamment Jean-Michel Blanquer, Bernard Cazeneuve, Xavier Driancourt, qui est là. L'ancien ambassadeur Marie et Noël Lenoir. Il y a 1 an, jour pour jour, vous croupissiez, Boualem, dans les geôles du régime algérien. Imaginez-vous, à ce moment-là, que vous seriez ici 1 an plus tard? Ce que je veux vous dire, aviez-vous encore, en janvier 2025, aviez-vous encore l'espoir, aviez-vous encore l'espérance? Non. Ma vie s'est arrêtée le 16 novembre 2024. Et je l'ai perçu comme ça. Je connais le régime algérien, il ne recule jamais, il ne cède jamais, il est d'une cruauté à toute épreuve. Rien ne pourrait le faire changer de position, à mon égard surtout. Il nourrit contre moi une haine qui commence à dater, je les dérange beaucoup. Je les dérangeais d'autant plus que je vivais en Algérie, je n'étais pas à l'étranger, je ne critiquais pas
le régime algérien de l'étranger, je le critiquais de l'intérieur. Donc c'était une sorte de rapport. On était dans une guerre avec le régime, et je savais qu'il ne me ferait pas aucune pitié, aucune. Et voilà, et donc j'ai accepté ça. Ça fait partie de mon histoire. C'était un critique du régime algérien. Il s'est beaucoup radicalisé ces dernières années, depuis le départ du président Bouteflika. Il s'est engagé dans une guerre contre tout le monde, contre la France, contre moi, contre l'Occident, contre le Maroc, contre tout le monde. Est-ce que, j'imagine que vous prenez la détention votre détention comme un signe de cette radicalisation. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous commencez à comprendre, Boualem, aujourd'hui, pourquoi le régime de votre point de vue, se radicalise tant ? C'est vraiment complexe. Je crois que le régime algérien, depuis l'indépendance, était sur cette trajectoire, avec des hauts et des bas, évidemment. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont fait la guerre de libération, le FLN, l'ALN et tout ça, ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Donc ils ont installé la révolution à la tête du pouvoir. Ce n'est pas un gouvernement qui s'est installé à la tête de l'Algérie. C'est des révolutionnaires, des clans. Et donc les clans, ils sont condamnés à s'affronter pour le pouvoir. Il faut toujours un premier, un second, un troisième. Donc ils se battent de manière permanente pour monter sur le podium. Et sur le podium, il y a des intérêts colossaux. L'Algérie est riche, il y a le pétrole, et ils se battent pour cela. C'est pas pour le peuple ou pour autre chose. Ils se battent pour la prise du pouvoir, la prise de la rente, capter la rente, ou se la partager quand ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ça, c'est ce que vous dites, Boualem Sansal, depuis maintenant 30 ans. Pourquoi pensez-vous aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça s'accélère, ça s'accentue, et pourquoi ? Est-ce que c'est le signe, notamment il y a eu le Irak, il y a donc le mouvement pour réclamer la libération juste avant le Covid, est-ce que c'est le signe d'un sentiment, du moins, que le régime perd pied ? Momentanément. Ces pouvoirs-là ont une résilience extraordinaire. Regardez Maduro au Venezuela, à quoi il a résisté. Chavez est mort il y a déjà 20 ans, je crois, hein, et Maduro, auquel on prêtait très peu de compétences, eh ben, il a résisté. Très peu de longévité aussi. Voilà, il a résisté. Ces régimes-là sont très résilients, contrairement à la démocratie, qui s'enrhume tous les matins et qui est toujours fébrile, toujours... Emmanuel parlait de la défaite de l'Occident. Ben, c'est la défaite tous les jours. Tous les jours. En apparence, ça tient, mais derrière le rideau, c'est la défaite sur défaite sur défaite. Dans le cas de ce face-à-face, la France et l'Algérie sont en guerre. Le pouvoir algérien dit que je suis en guerre contre la France. La France dit non, on n'est pas en guerre, on va essayer on va coopérer, on va s'arranger, on va trouver un modus vivendi. Voilà, donc c'est le signe de la défaite. Vous disiez, dans les jours qui ont suivi la libération, que le réapprentissage de la liberté, de retrouver les mots, c'était dur. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est horrible. C'est horrible. Ça va, j'ai l'impression quand même que ça revient. Oui, mais ça, c'est les apparences. Non, les apparences sont flatteuses. Ouais, non, mais c'est horrible. Non, quand on a perdu sa liberté, c'est comme un oiseau qui perd ses plumes. Je sais pas, vous pouvez lui mettre des plumes en soie après ou artificielles. Je ne sais pas s'il volera. Je ne sais pas. En tous les cas, il aura toujours cette idée, cette honte de porter des plumes qui ne sont pas les siennes. Alors, la reconstruction, je ne sais pas, il faudrait peut-être voir des psychologues. J'ai l'impression d'être bien. Mais en prison, on m'a dit des gens qui sont habitués de la prison, les repris de justice. Et ils m'ont dit, attention, le contre-coup, ça ne vient pas tout de suite. Tu vas sortir dans l'euphorie, c'est formidable, et les copains autour, et la fiesta, et tout. Mais attention, le contre-coup. Et je l'attends. On verra comment ça va se passer. Est-ce que vous arrivez à écrire ? Dès que je suis rentré en prison,
Le jour même où je suis rentré en prison, réflexe d'écrivain, j'ai cherché un stylo, j'ai pas trouvé, une feuille de papier pour prendre des notes, j'ai pas trouvé. Et donc j'écrivais dans ma tête, je cherchais comment raconter une expérience personnelle qui n'est pas si personnelle que ça, parce que c'est elle appartient à des États, je veux dire. Elle n'est pas si personnelle que ça. Elle est celle de la France et de l'Algérie dans leurs relations, mais aussi l'Europe, le monde. Donc moi, je ne suis qu'un élément de... Et ça devait dire je n'avais pas les informations sur l'extérieur. Je ne savais pas ce qui se passait en France. Et même en Algérie, je ne savais pas ce qui se passait. Moi, j'étais dans un trou. Hautement surveillé, j'étais dans un quartier de très haute sécurité. Surveillé 24 heures sur 24. Mais quand même, les rumeurs traversent tout. Même les murs les plus épais. Je ne sais pas comment, mais j'apprenais tout le temps des choses. Et comment c'est rentré sous les portes, je ne sais pas, par les gardiens, par les avocats, par les familles qui visitent. Et puis, petit à petit, le puzzle se construisait dans ma tête. Voilà. Et on parlait ils me citaient des noms, certains, je les connais, Xavier, Arnaud Benedetti, tout ça sont mes amis depuis très longtemps, mais d'autres je ne connaissais pas. Et puis voilà. Et petit à petit, le puzzle s'est construit, puis j'ai mobilisé toute mon intelligence pour essayer de voir comment l'avenir allait évoluer. À un moment donné, j'ai compris que je n'étais pas un prisonnier. Un prisonnier, il n'a rien à dire. Il est pris dans le règlement intérieur de la prison, il n'a rien à dire. Mais j'ai découvert qu'en fait, j'étais un otage. Et l'otage, c'est formidable parce que celui qui vous tient en otage, lui-même est en otage, il est mon otage. Pourquoi ? Parce que moi, quand je faisais des choses qui menaçaient le pouvoir, alors c'était l'affolement. Quand j'ai fait 2 fois grève de la faim. Et ils sont tous accourus, il faut le sauver, il faut l'empêcher de mourir. Donc toute l'administration pénitentiaire et tout le gouvernement se sont mobilisés pour que je ne meure pas dans ma grève de la faim. Et à ce moment-là, ce que vous êtes en train de me dire, Boualem, c'est que vous sentez que dans cette expérience, dans cette douleur de l'expérience, le rapport de force peut s'inverser. Pour le moment, j'y crois pas. J'y crois pas, le rapport de force. Non, mais je veux dire, le rapport de force entre vous et vos geôliers, je veux dire. Pour eux, je reste ce qu'ils ont décidé de voir en moi, c'est-à-dire un traître, un espion, etc., anti-ceci. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? C'est le discours du gouvernement depuis toujours et à l'égard de tout. Je suis un de ceux que le pouvoir vise depuis toujours, un intellectuel qui critique, voilà, donc c'est un traître, donc forcément il est au service de quelqu'un qui, les ennemis du moment d'Algérie, c'est la France, c'est le Maroc, c'est Israël, donc forcément je suis... C'est intéressant ce que vous dites parce que au cours de votre détention, Kamel Daoud est venu Salgavo, au Figaro, et bien évidemment on a parlé de vous, et il disait justement qu'un régime privatif de liberté toujours besoin d'écrire une fiction et a toujours besoin d'écrire au-delà de sa pravda, au-delà de sa propre vérité, entre guillemets. Et donc, justement, l'écrivain est l'un de ses premiers adversaires forcément, le pouvoir, mais d'une manière générale, tous les pouvoirs se dotent d'un récit national qui, au fur et à mesure, est amélioré, corrigé, adapté au contexte. Et puis, mais à un moment donné, c'est verrouillé. Quand on ne peut plus modifier le récit national, on devient prisonnier du récit national. Qui renouvelle le récit national? Ce sont les intellectuels, les journalistes qui apportent de la matière à modification. Et ils ont fermé tout le truc. Alors ils sont enfermés dans cette logique, la révolution algérienne, la souveraineté, l'islam, l'arabité, blablabla. Ils ne peuvent plus sortir. Et en face, ils ont des gens qui déblatèrent à longueur de journée. Donc ça va dans tous les sens. Ils sont affolés par la liberté. Oui, voilà. Comment avez-vous trouvé la France et Paris à votre retour ?
Ben, je suis dans la phase amoureuse, donc voilà, moi, en ce moment, là, j'adore la France, et c'est merveilleux, mais je vais la critiquer bientôt, parce que je ne supporte pas que la France accepte la défaite. Elle a dépassé le stade où on constate qu'il y a défaite. Bon, ok, c'est un constat. Mais ensuite, quand on a constaté quelque chose, on élabore. Non, c'est formidable la défaite. On n'a plus à se battre. On n'a plus à dépenser de l'argent, à se fatiguer, à construire des scénarios pour remonter la pente. Et puis on ne sait pas. C'est-à-dire que la France, maintenant, n'est plus un pays en tant que pays. Il est un pays dans une structure. L'Europe, elle n'est pas libre de ses mouvements. Et donc la défaite est une sinécure. À ce stade-là, c'est une sinécure. On se laisse vivre. Hein. Pour autant, vous aviez demandé la nationalité française avant de vous faire arrêter en Algérie. On a même pensé que c'était l'un des éléments qui avait précipité votre arrestation. Vous regrettez ? Ben non, j'aimerais qu'on me donne une deuxième, qu'on renouvelle l'opération, c'est un bonheur. Recevoir la nationalité française, c'est un bonheur. Vous sentez-vous encore plus français aujourd'hui ? Mais non, moi je l'ai toujours été, c'est mon éducation, c'est mon ADN. Quand je suis né, l'Algérie était française, donc j'ai été à l'école française et à 5-6 ans, j'apprenais cette chose ridicule, nos ancêtres les Gaulois. En fait, ils sont les ancêtres de personne, parce que nos ancêtres, ce sont plutôt les Francs, les tribus germaniques redoutables. Il y a débat après, parce que les Provençaux vont vous dire que c'est les Romains. Voilà, pourquoi vous êtes-vous porté candidat à l'Académie française ? Les élections, c'est jeudi 29 janvier prochain. Non, j'ai été porté candidat par les académiciens eux-mêmes. Je veux dire, durant ma détention, c'était Ruffin, Jean-Christophe Ruffin, qui, par amitié, il est parti de cette idée que s'il était bardé de titres, le pouvoir algérien n'oserait pas le battre. C'est ce qu'a pensé l'Académie royale de Belgique, puisqu'elle vous a nommé académicien d'honneur. Les honneurs, je reçois de tous les côtés, je commence à plier sous le poids. Donc il a pensé à cela. L'Académie n'a pas suivi. Jean-Christophe Ruffin. Et puis après, ils ont dû peut-être se dire, maintenant qu'il est libre, on va le faire. Voilà. Bon. Et donc, il vote le 29. Hein. Il vote le 29. Voilà. Donc, quel est l'académicien, d'ailleurs, justement, français qui vous a le plus marqué ? Ne me dites pas Jean-Denis Bredin, parce que c'est le siège auquel qu'il occupait, auquel vous candidatez. Non, je ne vous dirai pas ça, parce que je ne l'ai jamais lu, je connais, mais je ne l'ai jamais lu. Bon. Donc, si vous êtes élu, vous avez 1 an pour pouvoir lire ces textes avant de faire l'éloge. Donc, non, il y a plein, on va pas, parce que là, c'est très dangereux, comme dresser des hiérarchies comme ça. non, j'adore tous les académiciens, ils sont tous formidables. Juste une question, peut-être une dernière sur la détention. Que vous ont inspiré les détentions des autres personnes qui étaient emprisonnées avec vous ? Ça, j'ai trouvé que c'était un des points très intéressants à la sortie de la Libération. Ces autres détenus qui vous donnaient les informations, déjà. Mais le profil, les personnes qui étaient avec vous, est-ce que vous avez noué des relations avec elles ? Est-ce que vous avez... Voilà, une statistique comme ça, personnelle... à partir de la prison où j'étais, qui est la plus grande prison d'Afrique. Hein. C'est 6000 prisonniers qui a été construite par les Chinois, et donc ils ont fait une architecture de la prison qui est on ne peut pas s'évader, on se perd. C'est le labyrinthe c'est le dédale. Hein. C'est la prison à la chinoise. Si vous vous évadez, vous allez tourner à l'intérieur de la prison. Vous ne trouverez jamais la sortie. C'est génial comme truc. Bon, donc, mais j'ai jamais pensé à m'évader. Mais la prison est très vivante. Il y a beaucoup de gens qui rentrent. Dans la prison où j'étais, Coléa, ils rentrent en prison 400 personnes par jour. Il y a de tout, des islamistes, des terroristes, des violeurs, des trafiquants, et de tout. Hommes, femmes et enfants, hein, parce qu'il y a hommes, enfants, prison hommes, jeunes, mineurs, des mineurs, oui, absolument. Et donc moi j'étais dans le pire des quartiers qui soit, c'est le quartier de très haute sécurité, parmi les islamistes. Donc alors, population de ce quartier-là, c'est, on va dire, 50-60%, c'est des islamistes, des anciens du GIA, de Daesh. Vous savez qui vous étiez ? Ah oui, mais vous avez pardon de vous poser cette question, peut-être absurde, mais vous avez discuté, débattu avec eux ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est formidable.
C'était formidable. Ils avaient lu 2084 ou pas, non? Non, je crois pas. Non, ils me connaissent comme, voilà, c'est une légende. Vous savez, quand je suis rentré en prison, tout de suite, on m'a appelé la légende. Parce que les gens me connaissaient comme ça, par formidable lui dire. Pour un écrivain. Oui, c'est pas mal. Par lui dire. Et quand j'arrive, je dis, c'est ça celui qui terrorise le pouvoir, qui mobilise l'Europe, ce petit bonhomme. Bon, mais à partir de là, il est né une légende. Derrière lui, il y a l'Europe, la France, etc. Et puis ils recevaient des informations de l'extérieur. Ils entendaient parler de ce qui se faisait ici en ma faveur. Et donc, il s'est créé une fantasmagorie qui alimente les conversations. Il faut trouver un sujet de conversation en prison. Sinon, on devient fou. On ne peut pas toujours parler de la pluie et du beau temps. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de beau temps dans une prison. Et donc, il faut inventer. Alors, c'est ou la religion, ou la critique du régime, et là, la distraction, la légende. C'est merveilleux. Le Figaro fête ses 200 ans, Boualem Sansal, et on est heureux. C'est un de nos plus beaux cadeaux d'anniversaire, c'est d'avoir votre libération, c'est de vous avoir ici, avec nous, libre. Mais ça représente quoi pour vous, le Figaro? Eh bien, il faut m'inviter dans 200 ans. Il a fait 200 ans, donc... Je reviendrai chaque année quand vous fêterez quoi que ce soit. Une idée de roman, hein? Qu'est-ce qu'on sera dans 200 ans? C'est peut-être une idée de roman pour vous. Vous qui savez écrire des romans futuristes. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été tenté par la science-fiction, qui est un exercice politique extraordinaire, parce qu'on n'est pas tenu à regarder l'actualité, les hauts et les bas des choses. On est libre de penser à l'avenir et de lui donner la forme que l'on veut. Donc, oui, la France, dans 2 siècles, elle sera quoi? Elle sera peut-être une petite province de l'Europe, mais moi, je voudrais la voir plutôt comme un grand pays phare, ce que la France est depuis très longtemps. On a besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que c'est comme ça, c'est comme dans tout groupe humain. Il faut qu'il y en ait un qui donne du sens, qui apporte de l'intelligence. Et c'est la vocation de la France, ça? Il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier. Alors, elle se l'est appropriée déjà depuis quelques siècles, puis elle l'a abandonnée parce que ça devient de plus en plus compliqué. Elle a lâché, il faut reprendre le bâton de... Comment vous avez découvert le Figaro, Boualem Sansal? Il fait partie de la vie des Français depuis toujours. Donc, tout naturellement. Mais là, il devient proéminent par rapport à... Il y a beaucoup de presse qui ont un peu perdu de leur... je sais pas, Le Monde, par exemple. Superbe, oui. Qui était un peu... Leur prestance. Ouais, ils ont beaucoup... Que préférez-vous dans le Figaro? Vincent Roux. Ça, c'est pas une réponse. Que souhaitez-vous au Figaro? Qu'il continue sa mission. Il occupe maintenant un rôle de plus en plus important. Je pense quand même on est sorti de l'idée du Figaro, c'est l'extrême droite et tout ça. Non, maintenant il s'est étalé dans tous les sens. Donc il est aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Non, mais c'est bien, il faut continuer, quoi. On disait quand on avait lancé le Figaro TV, le Figaro Live, 50 nuances de droite, 50 nuances de gauche. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est vrai, hein. Un immense merci, Boualem Sansal, d'être revenu ici avec nous, partager cette joie de votre liberté avec nous au Grand Palais. Comme les bonnes choses, point de vue, c'est fini. On se retrouve lundi, rue de Provence. Et merci beaucoup aux équipes qui ont permis de le produire. Et merci bien sûr au public du Figaro TV.